Soir Première, CQF. ce qui fait débat. Et ce qui fait débat ce soir, ce sont ces dépenses de pension. En Belgique, elles ont grimpé de plus de 14,5 milliards depuis 2007. Comment l'expliquer ? Comment l'encaisser ? En bref, comment faire pour que demain, les plus jeunes ne soient pas pris en otage par ce système que nous avons de plus en plus de mal à financer ? Pour en parler avec nous ce soir, deux invités. Jean Hendricks, professeur d'économie à l'UC Louvain, membre aussi du groupe de recherche Itinéra et auteur de ce calcul. Bonsoir Jean Hendricks. Bonsoir. Vous nous expliquerez dans un instant que non, l'augmentation des dépenses n'est pas uniquement liée au vieillissement de la population, mais que oui, c'est un problème. À nos côtés également, Daniel Baclen, actuel ministre des Pensions. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre et maire d'un gouvernement en affaires courantes, c'est vrai, mais qui a eu tout de même le temps d'adopter quelques mesures au sujet de ces pensions. Vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, de nous le rappeler. CQFD. Comment rattraper le dérapage de ces pensions de 2007 à fin 2018 en Belgique ? Les pensions ont augmenté de 14,6 milliards d'euros, une augmentation plus rapide que le produit intérieur brut, une augmentation difficile à encaisser pour les finances publiques. Jean Hendricks, suivant votre calcul, ce n'est pas à cause du vieillissement de la population, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Donc, depuis 10 ans, la dépense totale en matière de pension, tout régime confondu, est de l'ordre de 14,6 milliards. Et on peut décomposer cette hausse des dépenses en deux effets. Un premier effet, c'est la hausse des effectifs. On a de plus en plus de pensionnés. Concrètement, sur la période, on a de l'ordre de 250 000 pensionnés supplémentaires, ce qui représente une hausse de l'ordre de 15%. Et le deuxième effet, c'est la pension moyenne. Donc pour chaque pensionné, la pension moyenne versée a augmenté. Et là, ça représente une hausse très importante de plus de 50%. Et ça explique en fait 3/4 de la hausse totale des dépenses de 14,6 milliards. C'est-à-dire concrètement, 11 milliards sont attribuables à une revalorisation des pensions moyennes, une augmentation de la pension moyenne, et le reste, 3,6 milliards, est attribuable à une hausse des effectifs. Daniel Baclen, vous confirmez cette analyse, disons, de plus en plus de pensionnés et des pensions de plus en plus importantes ? Bien entendu, le niveau des pensions a augmenté. Et par exemple, entre 2014 et 2018, les pensions pour les hommes ont augmenté en moyenne de 6%, pour les femmes de 14% dans le régime des salariés et de 24% dans le régime des indépendants. C'est dire si l'augmentation des pensions est principalement due, contrairement à ce qu'on dit parfois, une augmentation plus forte des pensions des femmes, parce que effectivement les pensions des femmes étaient extrêmement basses précédemment. Le taux d'emploi chez les femmes a fortement augmenté à un moment donné, et donc forcément ça se retrouve au niveau du système des pensions. Mais je voudrais quand même préciser une chose, il ne s'agit évidemment pas d'un dérapage, parce qu'un dérapage c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et qui vient comme ça de manière impromptue. On sait évidemment que les pensions augmentent, le coût global des pensions augmente fortement, et le Bureau fédéral du plan a d'ailleurs prévu l'augmentation de ces dépenses de pension à très long terme, jusqu'en 2050-2060, voire même 2070. Et donc, on sait aussi, le Bureau fédéral du plan l'a clairement démontré, que les réformes que nous avons entreprises permettent, à l'horizon 2060, de diminuer de 2% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de plus de 8 milliards d'euros, la dépense de pension. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait de réforme, on passerait progressivement de 11% du produit intérieur brut à 15% du produit intérieur brut consacré aux pensions. Et ici, en fonction des réformes qui ont été réalisées, on va passer à 13%. C'est évidemment important et ça justifie les réformes que nous faisons. Mais ça me permet aussi de m'inscrire tout à fait en faux contre ceux qui disent et qui répètent au Parlement que ce serait un dérapage. Non, c'est pas que ce soit un dérapage, qu'on diminue le montant des pensions, qu'on fait des économies sur les pensions. Non, on ne fait pas des économies sur le montant des pensions. Au contraire, les pensions ont continué à augmenter, notamment les pensions minimum. Mais c'est bien légitime, hein. Les pensions minimum sont aujourd'hui à 1 250 € pour une carrière complète. Elles étaient aux alentours de 1 000, 1 050 €, donc elles ont augmenté fortement, c'est vrai, et particulièrement pour les indépendants. Et tant mieux, parce qu'on ne peut pas dire qu'avoir 1 250
150 € de pension, c'est une pension élevée. Donc je pense qu'il fallait augmenter les pensions les plus basses. On a consacré plus d'1 milliard à l'augmentation des pensions les plus basses. Et donc ceux qui disent aujourd'hui qu'on a diminué les pensions, non. Ce qu'on fait, c'est on essaye de prolonger l'activité, d'augmenter la durée de carrière. Et chaque fois que quelqu'un travaille 1 an de plus, c'est une économie d'1 an de sa pension, une économie de 100%. Mais c'est pas sur le montant même des pensions qu'on fait des économies, c'est en essayant de prolonger les activités. Jean Hendrix, on va rappeler que vous êtes à Namur. Vous confirmez, c'est finalement ce qui ressort de votre analyse, c'est que ce qui explique cette augmentation, c'est la revalorisation. J'appelle ça un dérapage dans la mesure où l'évolution des dépenses de pension depuis plus d'une dizaine d'années, donc c'est pas spécifique à cette législature-ci, donc c'est un phénomène démographique. Et 2 fois plus rapide que l'évolution des contributions à la sécurité sociale, employeurs et employés ensemble. Donc 2 fois plus rapide et 2 fois plus rapide que l'évolution du PIB. Donc ça veut dire que depuis une dizaine d'années, les parts de dépenses de pension dans le PIB ont augmenté de 2 points de pourcent. C'est-à-dire qu'on est passé de 8,5 à 10,5. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre parce que les baby-boomers partent à la pension. Donc on peut déjà s'attendre aujourd'hui à avoir de l'ordre de 250 000 pensionnés supplémentaires sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire l'équivalent de la hausse qu'on a eue sur les 10 années passées. C'est programmé quelque part, c'est dans la démographie. Et on peut aussi, c'est ça que je voudrais quand même pointer du doigt, s'attendre à une poursuite de la hausse de la pension moyenne. Donc je ne juge pas si cette hausse de la pension moyenne est quelque chose de souhaitable ou non, je le constate. Et je constate qu'elle est plus importante que la hausse des effectifs. Et il faut comprendre cette mécanique. Une des forces derrière cette mécanique, comme le ministre l'a mentionné, c'est que de plus en plus de femmes reçoivent dorénavant une pension à titre individuel, une pension de retraite. Donc ce n'est plus une pension comme un droit dérivé lié à l'activité professionnelle de leur mari. Pour la simple et bonne raison qu'on nous a une féminisation du marché du travail. Donc de plus en plus de femmes sont devenues autonomes sur le marché du travail et reçoivent une pension à titre personnel. Alors Jean Hendrix, je vais me permettre de vous interrompre un instant Jean Hendrix, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous dites. Vous expliquez, les femmes disposent entre guillemets désormais d'une pension et même d'une pension qui a été revalorisée. A priori, c'est d'abord une bonne nouvelle. C'est à moi que vous posez la question. Voilà, oui. C'est un droit dû, donc voilà. C'est lié à leur activité professionnelle et c'est tout à fait naturel qu'elles reçoivent. Donc quelque part, la mécanique, ce qui est positif dans la mécanique, c'est qu'il y a une réduction de l'écart entre les pensions hommes et femmes, ça c'est une première chose. Mais je veux simplement mentionner, si vous voulez, que ces effets de composition, mécaniquement, vont gonfler les dépenses de pension à l'avenir, comme elles l'ont fait sur les 10 dernières années. Et le deuxième effet qui est peu connu du grand public et que je voudrais mentionner ici, c'est qu'on a un remplacement progressif des vieux pensionnés, si je puis dire, qui étaient souvent des femmes avec des pensions de survie de plus de 80 ans, qui sont remplacés progressivement par des jeunes retraités qui partent avec des pensions beaucoup plus élevées que celles de leurs parents ou grands-parents, pour la simple et bonne raison que leurs pensions étaient calculées sur des salaires plus élevés. Et donc ce phénomène de remplacement progressif au sein de la population des retraités a pour effet mécaniquement de gonfler la pension moyenne. Et on multiplie ça avec un effectif qui gonfle, ça fait une espèce de double effet boule de neige. Et ça, je veux simplement le mentionner, et on doit avoir un débat sur la question du financement de ce surcoût qui ne va pas se dégonfler du jour au lendemain. Exactement. Alors, Daniel Baclet, comment est-ce qu'on finance tout ça? Tout ce que vient d'expliquer Jean Hendrix. En fait, dans la réforme des pensions, on pouvait s'attaquer à une réforme importante, fondamentale, de 3 façons. Soit en augmentant les cotisations sociales. On n'a pas voulu faire ça parce que en augmentant les cotisations sociales, on a tendance à diminuer l'emploi. Et donc, on est tout à fait dans le sens contraire à ce qu'il faut. Il faut au contraire augmenter le taux d'emploi pour augmenter le volume des cotisations. Ou diminuer les pensions. On n'a pas voulu faire ça non plus. Je dis, on n'a pas voulu. En France, par exemple, ils ont plutôt opté pour supprimer l'indexation des pensions. On n'a pas fait cela. En Belgique, on a fait un saut d'index en début de législature, mais c'est le seul qu'on ait fait. Et puis, la troisième possibilité, c'est d'augmenter le taux d'activité dans le pays et de faire en sorte que les carrières s'allongent. Or, en Belgique, c'est vrai, on a une durée moyenne de carrière qui est plus basse que la moyenne européenne. L'âge moyen de sortie du marché du travail est moins élevé
que dans la moyenne que dans tous les pays européens, en fait, puisque on quitte le marché du travail à plus ou moins 60 ans en Belgique, c'est plus ou moins 63 ans en Europe. La durée de carrière est de 33 ans en Belgique, elle est de 36 ans en moyenne en Europe. Et donc, on doit travailler sur l'allongement des carrières. Ça ne veut pas dire qu'on va faire travailler tout le monde jusqu'à 67 ans, mais globalement, la durée de carrière moyenne doit augmenter absolument. C'est ce qu'on a fait avec la réforme des pensions et c'est ce qu'on doit continuer à faire, notamment dans le cadre de la pension à points. Alors, est-ce que le bureau du plan a fait des projections en quelque sorte? Est-ce qu'on sait à quel seuil on peut s'arrêter, entre guillemets, et à quel moment alors le système devient tenable? On doit évidemment tenir compte de l'augmentation de la longévité et progressivement augmenter la durée de carrière, mais bien entendu en tenant compte de la spécificité de certains métiers qui sont des métiers plus difficiles, plus pénibles et qu'on ne peut pas faire à un âge plus avancé. Mais globalement, le Bureau fédéral du plan, effectivement, fait des prévisions, mais de nature budgétaire, sur la part que représentent les dépenses de pension par rapport à l'ensemble de la richesse créée dans le pays. Aujourd'hui, on est à 10,5, 11. On prévoyait d'être à 15% du PIB, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'horizon 2050-2060. Avec la réforme et les réformes déjà engrangées jusqu'à présent, on permet de maintenir le volume total des dépenses de pension à 13% de la richesse globale du pays, plutôt que 15%. Mais ça peut donc dire que les dépenses de pension vont effectivement continuer à augmenter. Jean Hendrix, est-ce que les explications du ministre vous convainquent? Est-ce qu'il vous semble qu'avec cela, les différents écueils que vous avez présentés vont être surmontés? Écoutez, moi je pense qu'on est en train de discuter de la protection sociale dans ce pays. Et donc la protection sociale exige une grande prudence. Les projections qui sont faites par le bureau du plan reposent sur un certain nombre d'hypothèses. Et il y a une hypothèse qui est assez peu discutée, c'est celle de la croissance du taux d'emploi. Et donc en quelque sorte, le pari qui est fait, tant mieux si on y arrive, mais c'est quand même une spéculation, c'est que le taux d'emploi va augmenter de 30% d'ici 2040. Donc c'est rapide, c'est dans une vingtaine d'années. De 30%, donc 30 points de pourcent. Et principalement par une féminisation accrue, une participation accrue des femmes sur le marché du travail. Alors, voyez-vous dans quel monde on évolue aujourd'hui, avec la révolution digitale, avec toutes les mutations sur le marché du travail, la baisse de la productivité du travail. C'est quand même un pari assez risqué. Donc si ça réussit, ok, on va réussir à financer une partie de la hausse des effectifs. Mais il faut un plan B. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et donc je trouve que quand on discute ici de la protection sociale, on doit avoir un plan B. Et moi, le plan B, ce que je constate, c'est que si l'emploi n'augmente pas de cette ampleur-là, on va avoir un gros souci de financement des pensions. Et le souci se manifeste déjà aujourd'hui, puisqu'on constate qu'on a 15 milliards additionnels chaque année à verser de pension et qu'il faut aller chercher quelque part. Et les budgets, aujourd'hui, les enveloppes sont fermées. Donc, c'est aller chercher dans d'autres budgets. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est une hausse des dépenses de pension qui est 2 fois plus rapide que la hausse du gâteau que l'on fabrique chaque année dans ce pays, c'est-à-dire le PIB. Et donc, inévitablement, on va petit à petit manger dans d'autres tiroirs, dans d'autres budgets, et ça provoque des phénomènes de rationnement, si je puis dire, dans d'autres dépenses publiques qui sont tout aussi essentielles. Et ça pose un vrai débat de société ici. Oui, c'est le débat sur l'allocation des ressources. C'est un débat qui est essentiel dans toute définition d'une politique ou d'une vision politique. Moi, je pense que la protection sociale est un enjeu extrêmement important pour les générations futures, notamment. On parle beaucoup du défi climatique, il y a aussi le défi de la protection sociale. Ce sont les deux grands défis pour lesquels on doit se préparer. Alors, Jean Hendrix parlait de ce pari, ce chiffre un peu optimiste de 30% d'emploi d'ici 2020. Qu'en est-il ? Oui, mais je pense qu'on doit travailler à augmenter le taux d'activité et le taux d'emploi dans notre pays. On va progressivement vers le plein emploi. C'est un objectif qui est très précis et qui est voulu par le gouvernement. Et donc, on doit continuer à alléger les charges qui pèsent sur le travail pour faire en sorte que progressivement, ce taux d'emploi et ce taux d'activité augmente. Et moi, personnellement, je suis assez optimiste par rapport à cette transition numérique et à cette transition digitale. Je crois qu'on va créer progressivement de nouveaux métiers. On va aussi modifier considérablement la forme
des relations employé-employeur, et donc on va vers effectivement toute une série de mutations, mais la seule façon de garantir l'avenir, à mon sens, c'est d'avoir des politiques très actives en matière de développement de l'emploi et de soutien à l'activité économique, soutien à la croissance, et je suis un peu effaré quand j'entends aujourd'hui certains plaider pour la décroissance et pour plutôt le déclinisme. Alors là, effectivement, on va avoir énormément de problèmes si l'on s'engage dans cette voie de la décroissance et qu'on considère que tout peut être gratuit, que l'endettement n'a pas d'importance. Et donc j'entends toute une série de partis aujourd'hui qui ont plutôt des thèses qui peuvent être alarmantes sur le plan de la protection sociale demain. Et donc je pense qu'il faut aborder les choses avec sérieux. Jean Hendricks se demandait si vous aviez un plan B. Est-ce que c'est le cas? Oui, donc moi, je pense qu'on doit se rendre compte du défi que pose la révolution digitale et le progrès technologique. Le défi, c'est le suivant, il est très simple, c'est que ça raccourcit notre cycle de compétences. Et on demande aux gens de travailler plus longtemps parce que les progrès médicaux nous font gagner en longévité, en espérance de vie. Et donc, on se retrouve dans une situation où on doit courir un marathon à la vitesse d'un sprint et on n'a pas la possibilité de remplir le réservoir en cours de route. Et donc, ça veut dire concrètement que l'on doit absolument et rapidement et de manière massive mettre en place des formations permanentes, solides, tout au long de la vie active pour permettre à tous les travailleurs de se réorienter, de se former en continu et de suivre le mouvement des nouvelles technologies. Sinon, ce qui va arriver, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On se débarrasse des travailleurs plus âgés pour les remplacer par des plus jeunes qui sont plus familiarisés avec les nouvelles technologies et on rate le pari de l'allongement des carrières puisque ces gens se retrouvent dans des situations de départ en pré-pension, en pension anticipée ou en pension tout court. Ouais, je voudrais revenir à 100% d'accord. La formation continue, c'est essentiel aujourd'hui, bien plus encore qu'hier, et ça sera de plus en plus essentiel. Donc ça doit devenir un élément central de l'organisation du travail en Belgique, en Belgique et en Europe et dans le monde. La formation continue ne doit plus être considérée comme une simple externalité. Ça doit devenir quelque chose d'intégré dans le métier lui-même. On ne peut plus accepter que des formations se fassent quelques heures par mois ou de façon non progressive. Je pense que la formation continue, c'est un objectif permanent. Et c'est la seule façon de faire en sorte que chacun reste dans la capacité d'exercer des métiers, d'évoluer dans les métiers, de changer de métier éventuellement. Et ça, c'est la clé, à mon avis, de la souplesse du marché du travail. Et on doit se diriger de manière très volontariste dans cette voie-là. On a évoqué tout à l'heure la nécessité d'avoir un plan B, si les chiffres ne sont pas ce qu'on aurait voulu qu'ils soient. Est-ce qu'il existe un autre plan de financement pour les pensions, finalement? Non, moi, je n'ai pas de baguette magique. Et d'ailleurs, je me méfie des solutions miracles. Elles n'existent pas. Et je pense qu'on doit travailler très clairement dans deux créneaux. Un, faire en sorte que le taux d'emploi et la durée de carrière augmentent progressivement. Et deux, on doit faire en sorte que les métiers que l'on exerce restent compatibles avec la réalité économique et sociale. Et donc, on doit faire en sorte, effectivement, que la formation devienne un élément central de l'organisation du travail. Et je pense qu'en allant dans cette voie-là, moi, je fais confiance à l'intelligence des personnes et au génie humain, à l'innovation technologique. Je ne suis pas du tout malthusien. Et je pense que l'homme a traversé toute une série de révolutions dans l'évolution de la notion de travail et qu'il est encore capable de le faire à l'avenir. Jean Hendricks ? Oui, je crois qu'on doit être très attentif, si je puis dire, au pouvoir d'achat des jeunes générations qui sont celles qui vont être mises à contribution pour financer ces dépenses de pension à l'avenir, et donc veiller à ne pas leur faire supporter tout le fardeau et veiller notamment à ce que le plan B ne consiste pas à simplement recourir à l'endettement pour financer ce surcroît de dépenses de pension, parce que je crains très fort que ce soit ça en fait qui finisse par se passer dans ce pays, comme on le fait souvent dès qu'on n'arrive pas à équilibrer les comptes.
Mais on pourrait dire que les taux d'intérêt pour l'instant sont bas, donc profitons-en pour emprunter pour l'instant. Oui, mais ils ne seront pas nécessairement toujours bas. En matière de pension et en matière d'organisation du travail, on doit toujours penser vers le futur et aux horizons 2030, 2040, 2050. Et donc, penser que les taux d'intérêt ne vont jamais bouger, je pense que c'est un pari extrêmement dangereux. Et donc, on doit effectivement travailler sur le désendettement. C'est ce qu'on a fait au cours de cette législature, sans doute pas encore suffisamment, c'est jamais suffisant. Il y a jamais, on n'a jamais un résultat à 100%, mais on a travaillé dans ce sens-là. D'aller vers un certain désendettement. Je rappelle qu'on était à plus de 3% du déficit budgétaire, on est aujourd'hui aux alentours d'1%. Alors certains ont des prévisions catastrophiques pour l'avenir, comme si on n'allait jamais plus rien faire en matière de maîtrise budgétaire. Ben non, on va continuer à faire de la maîtrise budgétaire, pour autant qu'on travaille toujours dans une optique telle que celle défendue par le gouvernement. Jean-Hendrix, il nous reste quelques Je voudrais juste ajouter, je suis d'accord avec l'idée que le coût du crédit est bas, mais si on veut s'endetter, c'est pour faire des investissements. C'est pas pour faire des dépenses de consommation via des dépenses de pension. La dette, ça sert principalement à investir, à faire des investissements notamment dans le capital humain et des grands investissements dans ce pays. Ce pays manque d'investissements, de grands projets ambitieux d'investissement pour relancer l'économie. Et donc, j'espère qu'on ne va pas utiliser la dette pour financer des dépenses de consommation. Ce serait dramatique, en fait. Oui, tout à fait d'accord. Évidemment, c'est vrai pour le défi de la protection sociale, c'est vrai pour le défi climatique aussi. Les dépenses qui sont programmées aujourd'hui dans le plan national d'investissement notamment concernent les défis de demain et les investissements qui sont nécessaires en termes d'infrastructures dans notre pays. On le voit à suffisance. Eh bien, merci, messieurs. Il me reste à vous remercier d'avoir pris part à ce débat ce soir.